L'objectivité a disparu en Yougoslavie et c'est encore très présent aujourd'hui. Si l'on regarde en arrière à la Yougoslavie, tant le ton que le fond rappellent fortement ce qui se passe actuellement en Ukraine. Encore une fois, on dénigre les négociations. On ne négocie pas avec des hommes mauvais. On les écrase par la force militaire. Il y a aussi une personnalisation. Pendant la guerre froide, ce n'était jamais personnalisé. C'était le communisme que nous combattions. Même sous Staline, ce n'était jamais « nous combattons Joseph Staline ». Cela ne se faisait pas, cela ne se disait pas. Mais avec la fin de la guerre froide, il y a eu une simplification incroyable de l'analyse. Pourquoi avons-nous des problèmes dans le monde? Parce qu'il y a des hommes mauvais, avec des noms comme Milosevic, Kadhafi ou Poutine. Et donc, parce qu'il y a ces hommes mauvais qui surgissent de nulle part, issus du mal pur, sans contexte social, sans profondeur d'analyse, rien. Des hommes mauvais. C'est incroyable que des gens instruits puissent parler ainsi, mais bien sûr ils l'ont fait et continuent de le faire régulièrement aujourd'hui. Bonjour à tous. Ici Pascal des études sur la neutralité. Et aujourd'hui, je m'entretiens à nouveau avec le professeur David Gibbs, professeur d'histoire à l'Université de l'Arizona. David travaille sur l'histoire des guerres de Yougoslavie. Et puisque le 12 juin marquait le 26e anniversaire de l'intervention de l'OTAN au Kosovo, nous avons pensé qu'il serait pertinent de discuter de cet événement, lorsque l'Alliance, pour la première ou la deuxième fois, est intervenue en dehors de son territoire. Donc David, bienvenue à nouveau. Merci de m'accueillir à nouveau. Merci pour cette discussion que nous pouvons avoir, car c'est en fait toi qui as eu l'idée que nous devrions aborder ce sujet, puisque le Kosovo a été un moment si déterminant, non seulement pour la fin de l'éclatement de la Yougoslavie, ou ses dernières étapes, mais aussi pour le développement ultérieur de l'OTAN. Et juste avant de commencer, tu m'as d'ailleurs corrigé en disant que le Kosovo n'était pas la première fois. Il y avait déjà eu une intervention auparavant en Bosnie. Mais le Kosovo a été très déterminant pour l'OTAN. Peux-tu peut-être développer ce point? Bien sûr. L'intervention en Bosnie-Herzégovine et au Kosovo faisait évidemment partie de l'éclatement de la Yougoslavie qui a commencé en 1991. Il y a eu une guerre civile en Bosnie qui a conduit à une intervention de l'OTAN là-bas, une guerre aérienne de l'OTAN, l'opération Force délibérée. Elle a été de durée relativement brève contre les Serbes. Les États-Unis et l'OTAN ont systématiquement agi contre les Serbes, ce qui est intéressant d'ailleurs. La question serait, pourquoi avons-nous agi contre les Serbes? Et je pense qu'il y a une bonne réponse à cela, à savoir qu'à la fin de l'existence de la Yougoslavie, il y a eu des élections dans chaque république. Et la seule république qui a voté pour l'ancien parti communiste, rebaptisé Parti socialiste, était la Serbie. La Serbie a voté pour le Parti socialiste. Je pense donc qu'il y avait, dans une certaine mesure, une motivation anticommuniste, voyant les Serbes comme le dernier bastion du communisme dans les Balkans. Je pense que cela explique dans une large mesure l'animosité envers les Serbes. L'affirmation était que les Serbes avaient commis la majorité des atrocités. Ils en ont effectivement commis davantage, mais il y a plusieurs raisons pour lesquelles je ne pense pas que les considérations humanitaires aient été la principale motivation ici. La motivation principale, au départ, était anticommuniste. S'assurer que le communisme soit éradiqué une bonne fois pour toutes. Mais cela a ensuite évolué vers une motivation beaucoup plus large, à la fois en Bosnie et au Kosovo, qui était de donner une nouvelle justification à l'OTAN. Le Kosovo était plus significatif à cet égard, car il s'agissait d'une guerre aérienne de 68 jours, d'une durée considérable, et c'était le principal moyen par lequel l'OTAN est intervenue au Kosovo.
En Bosnie, la situation était plus compliquée, car il y avait des forces terrestres fournies par l'armée croate. Mais au Kosovo, la principale opération militaire était une guerre aérienne, menée par l'OTAN. Cela a donc joué un rôle majeur, en réaffirmant une fois de plus que l'OTAN avait un rôle vital à jouer dans le monde, d'après la guerre froide. Toute la question ici était qu'à la fin de la guerre froide, il n'était pas évident que l'OTAN ait encore une raison d'être, et beaucoup pensaient que l'OTAN allait simplement disparaître, faute d'utilité. Il y avait aussi une autre considération dans ce cas précis. Dans les années 1990, un chapitre oublié de l'histoire, l'Europe faisait preuve d'un degré remarquable d'indépendance. C'était une période où l'Europe envisageait sérieusement une politique étrangère indépendante, c'est-à-dire indépendante des États-Unis. L'Union européenne, appelée à l'époque la Communauté européenne, envisageait sérieusement non seulement d'avoir un objectif de politique étrangère, ce qui est toujours le cas aujourd'hui, mais aussi d'en avoir un indépendant des États-Unis. Or, c'est précisément ce que Charles de Gaulle réclamait en France depuis les années 1960. Mais après la fin de la guerre froide, l'Allemagne s'est montrée de plus en plus favorable à l'idée d'une Europe indépendante. Et puisque l'Allemagne et la France ont toujours été le moteur de l'Union européenne ou de la Communauté européenne, il existait une réelle possibilité que cela se produise et que l'Europe puisse occuper une place qui lui soit propre. Je pense que la logique était, avec l'effondrement de l'Union soviétique, les États-Unis étaient effectivement devenus une autorité unipolaire dans le monde. On pensait que c'était une situation malsaine, que les États-Unis exerçaient une quasi-dictature. Presque. Je veux dire pas une dictature au sens littéral, mais ils étaient capables de décider unilatéralement de ce qui se passait à l'échelle mondiale sans aucun contrepoids à leur pouvoir. Et cela était considéré comme une situation malsaine. On estimait que l'Europe pouvait contrebalancer la puissance américaine. Bien sûr, aucun des pays européens pris individuellement ne le pouvait. Mais collectivement, on pensait qu'ils pouvaient rivaliser avec les États-Unis et limiter l'unilatéralisme américain. Il y avait un autre détail à cela. L'euro a émergé durant cette période. Début 1999, l'euro a été officiellement présenté comme la monnaie des banques centrales européennes. Il a ensuite complètement remplacé les monnaies nationales quelques années plus tard. Mais 1999 a marqué l'inauguration de l'euro, le 1er janvier. Et il y avait une véritable crainte aux États-Unis que l'Europe essaie d'utiliser cela pour réduire la puissance économique américaine et le rôle du dollar. Cela était perçu comme une menace. Il est remarquable d'en parler aujourd'hui, car l'Europe est devenue un tel vassal des États-Unis. Cela semble être un monde complètement différent à présent. Mais il est important de se rappeler que ce n'était pas le cas dans les années 1990. L'élément clé ici, c'est que les États-Unis voyaient l'OTAN comme une alternative à l'UQAR. L'idée était de mettre de plus en plus l'accent sur l'OTAN afin de saper les efforts d'indépendance de l'Europe. Les guerres yougoslaves, d'abord la Bosnie, puis plus important encore le Kosovo, ont été les terrains où cela a été réalisé. Permettez-moi de m'arrêter un instant ici pour voir si vous avez des questions. Non, je veux dire, c'est très important parce que ce que vous faites, c'est relier le niveau stratégique global avec j'ai envie de dire le niveau tactique. Mais c'est un peu dur de qualifier l'ensemble du conflit yougoslave de simple guerre tactique. Mais d'un autre côté, si l'on regarde la façon dont ça s'est déroulé ou aurait pu être géré autrement, on a l'impression qu'il y avait effectivement des tactiques derrière. Parce que nous savons, vous savez, que les États-Unis se sont aussi présentés comme les artisans de la paix, n'est-ce pas, avec Dayton, Ohio, les accords de Dayton. Mais ces accords auraient pu être conclus des années plus tôt. Des années plus tôt. Ils étaient en préparation. Et pourriez-vous peut-être relier cela un peu à ce que vous venez de dire sur l'OTAN,
comme substitut à l'Union allemande. About NATO as a replacement for the EU. Yes, I will do that. I guess one of the points I do want to make. Oui, je vais le faire. Je pense qu'un des points que je veux vraiment souligner cependant, c'est que le Kosovo a été l'endroit où l'indépendance européenne a été tuée. Je veux dire, cela s'est terminé après la guerre du Kosovo. L'idée, c'est que la victoire militaire a établi qu'on ne peut pas battre les Américains. Et si on ne peut pas les battre, il vaut mieux les rejoindre. Et c'est ce que les Européens ont fait. C'est la situation que nous avons aujourd'hui. Je voulais simplement faire ce point fondamental. Je suis désolé, j'ai oublié votre question. Pouvez-vous la répéter pour moi? Le rôle des États-Unis a d'abord été d'entraver un accord et un règlement interne en Yougoslavie, puis d'être la partie qui, en fin de compte, a apporté l'accord, qui avait été conclu auparavant, quelques années plus tard, après beaucoup de sang versé. Oui, bien. D'accord. Dans le cas du Kosovo, sur lequel je vais entrer dans les détails, la manière dont l'Union européenne a tenté d'affirmer sa puissance et son indépendance a été de négocier un règlement pacifique du problème du Kosovo, du conflit au Kosovo. Et ils y sont presque parvenus. Ils ont établi les bases d'un règlement pacifique. Mais cela a été torpillé par les États-Unis, car ils voulaient établir que personne d'autre que les États-Unis, via l'OTAN, ne réglerait cette question. Ils n'allaient pas laisser les Européens en récolter le mérite, car si cela arrivait, cela leur permettrait essentiellement de s'imposer comme un pôle de puissance indépendante en Europe et dans le monde. Nous ne voulons pas de cela. Et donc, les États-Unis ont torpillé les efforts européens. L'ironie de la situation, c'est que cela a conduit à une guerre qui a fait des milliers de morts. Non. Puis les États-Unis ont imposé un règlement de paix qui ressemblait étrangement à ce que les Européens avaient déjà obtenu avant la guerre de l'OTAN. C'était presque identique au plan européen. Pouvez-vous nous donner les détails? Pouvez-vous nous donner les détails de ce plan et quand a-t-il eu lieu? Je vais passer en revue les détails. Ce que j'aimerais faire d'abord, c'est donner le contexte du conflit au Kosovo. En fin de compte, bien sûr, à l'époque, personne n'avait vraiment entendu parler du Kosovo. Personne ne savait foutrement rien sur le Kosovo, ce qui était parfait, car les opportunités de propagande étaient illimitées. Le public était une page blanche, donc on pouvait lui raconter tout ce qu'on voulait, ce qui a bien sûr été fait. Le Kosovo était une région autonome de la Yougoslavie. La Yougoslavie était divisée en 8 régions, et le Kosovo était l'une d'elles. Elle était habitée principalement par des Albanais ethniques, ethniquement et linguistiquement identiques à ceux de la République d'Albanie voisine, mais comptait aussi une importante minorité serbe. Il y avait eu de fortes tensions entre les Serbes et les Albanais, les Albanais se trouvant à des niveaux nettement inférieurs. Le Kosovo était la région la moins développée de la Yougoslavie, et les Albanais étaient le peuple le plus pauvre du pays. Ils ont réellement été opprimés culturellement jusqu'en 1966. En 1966, il y a eu un bouleversement politique en Yougoslavie, et le ministre de l'Intérieur a été limogé par Tito. Une nouvelle politique a alors été adoptée, accordant une autonomie culturelle au Kosovo et élevant son statut. Les Albanais ont obtenu pour la première fois un contrôle effectif du territoire et la langue albanaise a été promue de manière significative. La situation s'est inversée et les Albanais du Kosovo ont commencé de plus en plus à persécuter la minorité serbe. Il y a eu, au fil du temps, un degré important de discrimination, de harcèlement et de départ progressif des Serbes du Kosovo. Dans les années 1980, une enquête a été menée à ce sujet. J'ai consulté la presse de cette période, et cela a été couvert par les médias occidentaux. Des termes comme nettoyage ethnique ont été utilisés pour décrire le fait que les Serbes étaient victimes d'un nettoyage ethnique par le biais du harcèlement et de la discrimination. Pas tant par la violence,
mais surtout par le harcèlement et la discrimination. Il existe également une étude de 1989 dans l'American Sociological Review sur l'intolérance ethnique en Yougoslavie, qui a révélé que la région la plus intolérante de Yougoslavie était le Kosovo et que le groupe ethnique le plus intolérant parmi tous les groupes était les Albanais. Je dis cela simplement parce que les Albanais ont été présentés comme des héros lors de la dernière phase de la crise du Kosovo et les Serbes comme les méchants. C'est plus compliqué que cela. C'est ce que j'essaye de dire. Il y avait une haine mutuelle et les Albanais avaient eu aussi leur part de haine et de discrimination. En 1989, avec l'effondrement de l'entente ethnique en Yougoslavie dans son ensemble, Slobodan Milošević a essentiellement mis fin à l'autonomie du Kosovo et l'a placé sous le contrôle direct de la République de Serbie, sous son contrôle. Puis, il a commencé à protéger les Serbes tout en persécutant les Albanais. Et donc, encore une fois, la situation s'est inversée, cette fois contre les Albanais. La répression a été importante et il ne fait aucun doute qu'elle était bien réelle. Au cours des années 1990, on a vu l'émergence de l'Armée de libération du Kosovo, qui a combattu la répression par la violence. Et il faut le dire, le terme terrorisme est très chargé, mais faute de mieux, par le terrorisme. Ils attaquaient des civils serbes, et ils étaient également très impliqués dans la criminalité. Al-Qaïda semble aussi avoir été impliqué avec eux. Je crois que Oussama Ben Laden a joué un rôle direct dans le recrutement de personnes pour l'UCK. Elle a été qualifiée dans des sources américaines d'organisation terroriste. Le département d'État l'a officiellement décrite ainsi comme une organisation terroriste. Bien sûr, par la suite, ils sont devenus notre armée choisie. En gros, nos forces terrestres au Kosovo. Et cela a été blanchi et effacé de la mémoire, on pourrait dire. Mais au final, l'UCK n'était pas composé de gens recommandables. Disons-le ainsi, même si les Serbes n'étaient pas très sympathiques non plus. Aucun des deux camps ne sort grandi de cette histoire. Il n'y avait pas de héros. Des méchants, oui, mais pas de héros. Le problème s'est aggravé. En 1987, il y a eu une guerre civile, un bref effondrement de l'autorité en Albanie, la République d'Albanie, et des armes ont essentiellement afflué au Kosovo. Puis une véritable guerre civile de basse intensité a commencé, et l'armée de libération du Kosovo a acquis de nouvelles armes. On a alors assisté à une véritable guerre civile. Puis, en 1998-99, les États-Unis s'y sont impliqués, ce qui a conduit à une implication plus directe, menant à la guerre elle-même. Mais avant que je donne plus de détails, souhaitez-vous poser des questions? Nous devons vraiment examiner en détail cet accord de paix que l'Udo Peleba, ou les Européens, ont tenté de négocier et qui a été saboté. Je tiens à souligner qu'en 1998, les États-Unis ont en fait négocié un accord. En réalité, il s'agissait d'un accord conjoint. Un général allemand, Klaus von Neumann, et Richard Holbrooke, un responsable du département d'État, se sont rendus ensemble en délégation pour négocier un cessez-le-feu. Ils ont menacé les Serbes de bombardement et exigé que les Serbes retirent leurs forces de sécurité du Kosovo dans un délai très court. Les Serbes ont accepté et ont retiré leurs forces. Klaus von Neumann a ensuite été témoin à charge au tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Il a témoigné contre Milošević, donc personne ne peut le qualifier de pro-serbe. Il a répété à plusieurs reprises, tant lors de son contre-interrogatoire au procès que dans des interviews avec la BBC, que Milošević avait respecté cet accord de manière quasi littérale. Cela met en évidence le fait que l'idée selon laquelle on ne pouvait pas négocier avec Milošević, qu'il n'honorerait pas les accords, est fausse. Il a respecté cet accord, et tout porte à croire qu'il voulait régler cela sans recourir à la guerre. Tous les signes montrent que c'est ce qu'il voulait faire.
C'est donc un point important ici, car encore une fois, cela va à l'encontre du récit dominant selon lequel on ne pouvait pas négocier, que seule la violence, Milosevic ne comprendrait que la violence. Ce n'est pas le cas. Ce n'est absolument pas ce que montrent les faits. Et le témoignage de von Neumann ici souligne ce point. Je suppose que l'une des choses que je veux vraiment souligner, c'est que l'un des principaux aspects qui ressort de cet épisode, c'est que les États-Unis ne croient pas aux négociations. Ils croient à la force militaire. La négociation, c'est pour les faibles. La Norvège peut négocier si elle le souhaite, vous voyez, mais les États-Unis ne font pas ça. Les États-Unis utilisent la force, d'accord? Mais temporairement, il y a eu des négociations. Et donc, en gros, un règlement politique permanent n'avait pas encore été établi. Ainsi, la France et la Grande-Bretagne ont réuni les Serbes et l'armée de libération du Kosovo dans un château en dehors de Paris, appelé Rambouillet. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont négocié un accord qui prévoyait une autonomie interne pour le Kosovo, un retour à peu près à la situation d'avant 1989, un retrait des forces de sécurité serbes qui resteraient en place et une force de maintien de la paix chargée de superviser. Les Serbes ont accepté pratiquement toutes les conditions et étaient sur le point de conclure un accord. Il y avait une divergence d'opinion sur la question de savoir qui devait assurer le maintien de la paix. La France et la Grande-Bretagne voulaient que ce soit l'OTAN. Mais les Serbes voulaient que ce soit une force de maintien de la paix des Nations Unies. Et cela restait un point de désaccord. Mais il était généralement admis par tous, y compris Madeleine Albright, la secrétaire d'État américaine, que les Serbes étaient tout à fait prêts et avaient accepté presque toutes les conditions politiques. Et c'était dans quel pays? C'était quand? C'était au début de 1999. D'accord. Okay, so Donc au printemps 99. spring of 99. C'est exact. Et puis, pratiquement au dernier moment, une nouvelle condition a été ajoutée, une annexe militaire à l'accord. Elle n'existait pas auparavant. Très probablement, elle a été rédigée par le général Wesley Clark, qui était un haut responsable de l'OTAN. Et elle stipulait, en substance, presque en passant, que les forces de l'OTAN auraient le droit d'opérer et en fait d'occuper non seulement tout le Kosovo, mais aussi toute la Serbie, ce qui signifiait que la Serbie serait presque comme un pays vaincu et occupé. C'était une condition totalement nouvelle, et cela a conduit à l'effondrement complet des négociations. La façon dont cela a été présenté, c'est qu'après avoir lu l'annexe militaire, les Serbes ont bien sûr été consternés. Et la délégation européenne les a rencontrés pour une autre réunion de routine, et les Serbes ont dit, je vais simplement citer directement, ils ont dit « Vous êtes venus nous baiser encore? Très bien. Vous êtes venus nous baiser encore. » Eh bien, ce fut la fin des négociations. Clairement, elles se sont effondrées après cela. La délégation serbe est partie et tout le monde a commencé à se préparer à la guerre. La question est, pourquoi cela a-t-il été inséré? Comment cela a-t-il été fait? Eh bien, nous avons de nouvelles informations à ce sujet, parce que John Gilbert, qui était le numéro 2 du ministère britannique de la Défense, a ensuite témoigné devant le Parlement que cela avait été fait délibérément par les Américains pour provoquer, en gros, une guerre, parce que les Américains voulaient régler cela par la guerre. Ils ne voulaient pas régler cela pacifiquement. Je dois ajouter que les Britanniques et les Français n'étaient pas enthousiastes à ce sujet. Même les Britanniques ne l'étaient pas. Normalement, on considère les Britanniques comme le toutou de l'Amérique. Mais dans ce cas, les Britanniques ont essentiellement mal pris l'idée que les États-Unis tentaient de saper l'accord. Lorsque les États-Unis ont proposé une campagne de bombardement, le ministre britannique des Affaires étrangères, Cook, a dit à Madeleine Albright, la secrétaire d'État, que nos juristes pensent que vous ne pouvez pas faire cela sans une résolution
du Conseil de sécurité de l'ONU l'autorisant, ce qui est vrai, bien sûr. Et cela n'aurait pas eu lieu, car cela aurait été mis en veto par la Russie et la Chine, qui siégeaient au Conseil de sécurité. Et Madeleine Albright a simplement répondu, « Pourquoi ne prenez-vous pas de nouveaux avocats? Si vos avocats disent que cela est insuffisant, prenez-en de nouveaux. C'est ce que nous ferions. » Cela souligne à quel point les États-Unis ne s'intéressaient guère au droit international ou aux Nations unies. Ils considéraient les deux comme une nuisance. Le pouvoir suffit du point de vue américain. C'est vraiment un thème fondamental tout au long de cette période. Et cela a donc conduit à une guerre de 78 jours menée par l'OTAN. Mais je vois que vous souhaitez poser une question. Oui, et ces 3 mois de campagne de bombardement, pendant lesquels, comme vous le savez, les infrastructures civiles ont été ciblées en Serbie, en particulier, et de façon tristement célèbre, la station de télévision à Belgrade, tuant les personnes qui y travaillaient la nuit. Et l'OTAN a alors bien sûr qualifié cela de façon euphémique, de simple dommage collatéral. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que les gens, surtout en Grande-Bretagne, continuaient à dire qu'il fallait bombarder ces infrastructures civiles parce qu'elles servaient à propager la propagande de M. Milosevic. Donc, en gros, ils admettent que leur objectif était de limiter la capacité de la Serbie à présenter sa version des faits. Mais peut-être que cela va trop loin, en entrant déjà dans les détails. La justification avancée était qu'il fallait mettre fin à la domination serbe sur le Kosovo. Mettre fin au massacre, n'est-ce pas? C'est ainsi que cela a été présenté. La Serbie essaie de massacrer les Kosovars, comme les Bosniaques l'ont été à Srebrenica. Peux-tu expliquer un peu l'importance narrative de Srebrenica qui s'est produite plusieurs années auparavant? Eh bien, c'était l'idée, essentiellement, que la guerre de Bosnie, qui se déroulait à une bien plus grande échelle, avec 100 000 morts des deux côtés, a conduit au massacre de Srebrenica, où 8 000 personnes, principalement des hommes en âge de combattre, non armés, ont été tués dans le village de Srebrenica en 1995. Cela a contribué à diaboliser les Serbes. Et dans une certaine mesure, c'est compréhensible. Les Serbes avaient commis beaucoup plus d'atrocités que l'autre camp. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et l'on affirmait qu'ils faisaient la même chose au Kosovo. Le problème, c'est que c'est pas le cas. D'abord, au Kosovo, la guerre était d'une bien plus petite ampleur. Le nombre total de morts dans la guerre civile jusqu'au bombardement de l'OTAN, des deux côtés, civils et militaires, était estimé à 2000. C'était le chiffre standard donné en 2000. Il s'agissait d'une guerre de faible intensité, pas d'une guerre à grande échelle. De plus, l'une des choses que nous savons maintenant, je tiens cela des mémoires d'Alastair Campbell, qui était un proche conseiller de Tony Blair, le Premier ministre britannique, c'est que les services de renseignement britanniques montraient qu'avant le début de la guerre, les atrocités et attaques contre les civils étaient commises de manière égale par l'UCK, les Albanais et par les Serbes. Donc, les Serbes ne commettaient pas la majorité des atrocités à ce moment-là. Et encore une fois, l'ampleur des tueries était faible dans l'ensemble. Donc, l'idée qu'il s'agissait d'un massacre de masse, comme, je ne sais pas, l'extermination des Juifs par les nazis ou autres, était totalement, absurdement exagérée, il faut le dire. Mais c'est ainsi que cela a été présenté. Et encore une fois, le fait que personne ne connaissait le Kosovo, personne n'aurait pu le situer sur une carte, a rendu très facile l'imposition d'un récit, même si ce récit était faux. Et il était très difficile de le contester, car encore une fois, il n'y avait aucune information. Et il y avait simplement des affirmations très fortes. Et il faut également ajouter que c'était la première fois je pense que c'était la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale,
que les Allemands participaient à nouveau à une campagne militaire. Et cela a vraiment été difficile à faire accepter aux Allemands, en réalité. La manière dont cela a été présenté a d'ailleurs été magnifiquement documentée dans un documentaire de 2007. Le titre traduit en anglais serait « Ça a commencé par un mensonge ». Un documentaire d'1 heure dans lequel les journalistes ont vraiment montré de manière méticuleuse comment l'histoire d'un charnier à Pristina, la capitale du Kosovo, sur un terrain de football, et selon laquelle les Serbes y exécutaient massivement des civils, a été utilisée en Allemagne pour justifier la nécessité pour l'Allemagne de participer à une mission de l'OTAN, parce que l'Allemagne, en tant que membre de l'OTAN, aurait pu bloquer cela. Je veux dire, en 2003, l'Allemagne a effectivement empêché l'OTAN d'être la principale force d'intervention en Irak. Ils n'étaient pas d'accord. C'est pourquoi il a fallu former la coalition des volontaires. Mais en 1999, ils ont réussi à vendre l'idée qu'il fallait que ce soit une campagne de l'OTAN et que l'Allemagne devait en faire partie. Connaissez-vous quelque chose à propos de ce récit? Oui, c'est le cas. Joschka Fischer était le ministre des Affaires étrangères. Pas le Premier ministre, mais bien le ministre des Affaires étrangères. Il venait du Parti des Verts, et ce parti avait été profondément marqué par le pacifisme. Il était issu de l'idée d'antimilitarisme. Et Joschka Fischer, bien sûr, avait un passé d'étudiant radical à l'époque. C'était pendant ses années étudiantes, je crois, à Francfort. Et il a essentiellement plaidé avec force en faveur de cette guerre, déclarant que c'était la mission de l'Allemagne de libérer le peuple souffrant du Kosovo, les Albanais, et d'empêcher un nouvel Auschwitz. Je crois que c'est ainsi qu'il l'a formulé, empêcher un nouvel Auschwitz. Et Auschwitz n'avait vraiment rien à voir avec ce qui se passait au Kosovo. Vraiment pas. C'était une guerre brutale, de faible intensité, mais de faible intensité des deux côtés. Les deux camps étaient également responsables. C'est ce qu'affirme le renseignement britannique, vous pouvez le lire dans les mémoires du principal conseiller de Tony Blair. Il le dit clairement. Et donc, fondamentalement, il a vendu un récit mensonger. Un récit qui était manifestement très séduisant pour le peuple allemand. Et cela a vraiment tout changé. Ce fut un véritable tournant en Allemagne. Jusqu'alors, l'Allemagne, bien sûr, elle avait une armée importante, mais elle n'avait jamais été utilisée en dehors des frontières allemandes dans des combats depuis 1945. Et c'était un principe fondamental, une sorte de prudence allemande à la lumière de leur histoire passée. Ils ne participeraient pas à des combats en dehors de leurs frontières. Et là, pour la première fois, ils participaient à des combats en dehors de leurs frontières. Et cela a vraiment tout changé. Le changement dans le récit allemand, dans le débat public, a probablement été plus important qu'ailleurs. Mais à l'échelle mondiale, enfin, ce n'est pas vrai partout dans le monde. En Europe et aux États-Unis, dans ce qu'on pourrait appeler l'Euro-Amérique, il y a eu un changement fondamental à gauche. La gauche politique est passée d'une position anti-guerre à une position plus pro-guerre que la droite. C'est la droite en fait qui a fait preuve d'une certaine prudence ici. Et on a commencé à observer une sorte d'inversion, pourrait-on dire, sur le plan idéologique, concernant la question du militarisme. L'Allemagne plus qu'ailleurs, mais en réalité dans toute l'Europe et aux États-Unis. Je l'ai vu de mes propres yeux et je m'en souviens très clairement. Des personnes qui étaient anti-guerre quelques années auparavant étaient désormais les plus fervents partisans de la guerre, parce que nous sauvons des innocents du massacre. C'était le récit dominant, et c'était très séduisant à gauche. Il y avait une ferveur quasi religieuse. Je me souviens de cette ferveur religieuse, ainsi que de l'intolérance envers la dissidence, la discussion ouverte et le débat. Cela m'a beaucoup frappé. Cela a commencé en Bosnie, puis a vraiment pris toute son ampleur lors de la guerre du Kosovo.
Ce n'était donc pas seulement un problème allemand. Je devrais ajouter un autre point concernant l'Allemagne, qui présente un certain intérêt. Une grande campagne de propagande a impliqué une affirmation du ministère allemand de la Défense, selon laquelle il disposait de renseignements montrant que les Serbes avaient prévu un massacre de masse qui allait avoir lieu, et que cela avait été stoppé par la campagne aérienne de l'OTAN appelée Opération Fer à Cheval. C'était censé être le nom serbe de l'opération Fer à Cheval. Il s'agissait d'un massacre de masse d'Albanais avec une implication que cela ressemblerait à un holocauste des Albanais. Tout cela a été inventé, et un général allemand a ensuite admis que toute l'affaire avait été fabriquée. Ils n'ont jamais eu le moindre renseignement allant dans ce sens. Et c'était simplement une invention. Bien sûr, l'aveu de cela est apparu dans les médias allemands. Je ne crois pas que ça soit jamais apparu dans les médias anglophones. Et c'est sorti après la fin de la guerre. Une fois la guerre terminée, plus personne ne s'en soucie. Le mensonge reste bien plus présent dans les mémoires. Même dans certaines revues à comité de lecture, je crois qu'il y a un article dans International Security, une grande revue académique, qui faisait référence à l'opération Fer à Cheval, sans se rendre compte que cela avait été démenti dans les médias allemands par un ancien général. Vous savez, c'est l'une des choses qui me laisse perplexe. Que des historiens sérieux, je veux dire, faire une erreur, croire à quelque chose de faux ou commettre une faute, c'est une chose. Mais affirmer sciemment quelque chose qui, vous savez, ne s'est tout simplement pas passé comme ça. Désolé, il faut que je fasse cette petite digression. Quand la guerre russo-ukrainienne a commencé, j'ai publié un court article dans une revue d'histoire, un peu semi-académique, semi-grand public. Et les éditeurs, des collègues historiens, ont littéralement écrit que l'incursion de la Russie en Ukraine était la toute première fois dans l'histoire qu'un État nucléaire attaquait un voisin non nucléaire. J'étais là, mais c'est faux à tellement de niveaux. Je veux dire, l'Union soviétique et l'Afghanistan, la Chine et le Vietnam. Les États-Unis d'un nombre record Caraïbes, Inan. There you could at least say it's not a neighbor. It wasn't a direct neighbor. I mean, at least technically it Oui, would be tu pourrais au moins dire que ce n'est pas un voisin. Ce n'était pas un voisin direct. Je veux dire, techniquement ce serait correct, mais c'est juste étrange à dire. Mais cela arrive même à des historiens sérieux. Parce que, et peut-être qu'on peut revenir là-dessus, parce qu'aujourd'hui on considère que les guerres de Yougoslavie ont duré du début des années 90 à la fin des années 90, voire au début des années 2000, non? C'était en gros une période de 10 ans. Et cette période a été déterminante pour le développement de l'OTAN et tout le reste. Mais quand la guerre en Ukraine a commencé, toute l'Europe a commencé à faire comme si c'était la première guerre terrestre en Europe depuis 1945. Tu te souviens de ça? À quel point c'était répété? Do you remember this? Like how often this was repeated? Eh bien, c'est vrai. C'est vrai. Je veux dire, il y a toutes sortes de choses à propos de l'Ukraine, en gros, qui sont très frappantes. Je me souviens qu'au début, guerre non provoquée, je crois que j'ai cherché sur Google guerre non provoquée ou agression non provoquée, et cela a été dit des centaines de milliers de fois. Vous savez, regardez le nombre de résultats sur le moteur de recherche Google, et c'était devenu presque une obligation au début de la guerre. Dire guerre non provoquée. Je pense que l'une des choses qui est ressortie de la Yougoslavie, c'est que jusqu'à la Yougoslavie, les universitaires et les journalistes devaient au moins faire semblant d'être objectifs. Ils ne pouvaient pas faire semblant. Bien sûr, ils diffusaient souvent de la propagande de manière cachée, de toutes sortes de façons. Mais ils devaient prétendre ne pas être des propagandistes. Et ils ne pouvaient pas dire ouvertement « Je suis un propagandiste au service d'un camp ». Cela s'est effondré dans les années 90. Dans les années 90, il y avait
des journalistes et des universitaires qui se comportaient ouvertement comme des partisans d'un camp dans la guerre. Et ceux qui ne l'étaient pas étaient dénoncés. Et des journalistes disaient ouvertement « Non, je ne suis pas objectif. J'essaie de promouvoir le camp anti-serbe. J'essaie de promouvoir l'intervention. » Ils le disaient ouvertement. Autrefois, encore une fois, les journalistes faisaient cela tout le temps, mais ils prétendaient au moins être objectifs. L'objectivité a disparu en Yougoslavie, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Si l'on regarde en arrière, à la Yougoslavie, tant sur le ton que sur le fond, beaucoup de choses rappellent ce qui se passe actuellement en Ukraine. Encore une fois, on dénigre les négociations. On ne négocie pas avec des hommes mauvais. On les écrase par la force militaire. Il y a aussi une personnalisation. Pendant la guerre froide, ce n'était jamais personnalisé. On combattait le communisme. Même sous Staline, ce n'était jamais. Nous combattons Joseph Staline. Cela ne se faisait pas. Cela ne se disait pas. Mais à la fin de la guerre froide, on a assisté à une simplification incroyable de l'analyse. Pourquoi avons-nous des problèmes dans le monde? Il y a des hommes mauvais, avec des noms comme Milosevic, Kadhafi ou Poutine. Et donc, parce qu'il y a ces hommes mauvais qui surgissent de nulle part, issus d'un mal pur, sans contexte social, sans profondeur d'analyse, rien. Des hommes mauvais. C'est incroyable que des gens instruits, puissent parler ainsi, mais bien sûr, ils l'ont fait et continuent de le faire régulièrement aujourd'hui. Et à cause de ce mal inhérent, on ne peut pas négocier. Négocier avec eux, c'est en soi récompenser le mal. Cela montre que vous êtes une personne immorale si vous voulez négocier. Vous faites des compromis avec le mal. Il faut vaincre le mal, détruire le mal. Eh bien, vous savez, c'est ce que nous avons fait en Yougoslavie, au Kosovo. Nous avons vaincu Milosevic. Parce que nous devions le vaincre, nous avons ensuite adopté presque le même plan que celui proposé par les Européens, et pratiquement accepté par les deux parties, pratiquement identique avant la guerre. En conséquence, environ 10 000 personnes sont mortes. L'ampleur des atrocités serbes a considérablement augmenté pendant la guerre. Le nombre d'atrocités a énormément augmenté. Cela n'a pas sauvé des gens. Cela en a tué l'intervention. L'idée, c'est que cela a sauvé des gens. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est le contraire. Le nettoyage ethnique a massivement augmenté pendant les bombardements. Donc, il n'y a eu aucun accomplissement humanitaire. Cela a complètement échoué à tous les niveaux sur le plan humanitaire. Quel que soit le motif, et nous pourrons en discuter dans un instant, même si l'on accepte que le motif était humanitaire, ce que je ne crois pas, mais même si on l'accepte, de bonnes intentions ne suffisent pas. Je veux dire, le résultat a été une catastrophe d'un point de vue humanitaire. Et puis, après la guerre, il y a eu un nettoyage ethnique massif des Serbes, les Serbes qui vivaient là, par les Albanais, juste sous le nez de l'OTAN, sans aucune protestation de la part de l'OTAN. Quoi qu'il en soit, l'effet de tout cela a été complètement contraire à l'objectif affiché, qui était de protéger les populations contre la persécution et de sauver des vies. Mais aussi triste que cela puisse être, c'est le récit qui a fonctionné. Et ce qui me fascine aujourd'hui, c'est que pour beaucoup d'Européens, ces 10 années de la Yougoslavie sont pratiquement effacées de la mémoire. Et la seule chose qui subsiste, c'est la certitude que c'est l'intervention qui a sauvé des vies. C'est ça, vaincre Milosevic, et qu'il ait finalement reconnu sa culpabilité en se pendant à la haie, ce qui est très... Il a eu une crise cardiaque. Il a arrêté une vraie cardiaque. C'était une crise cardiaque. Une crise cardiaque. Désolé. D'une crise cardiaque, ce qui est aussi l'une de ces choses très obscures. Il est mort en détention. Mais bon, je veux dire que vous savez ce... D'accord, je suis désolé. Oui, bien sûr, pas un suicide,
Mais que ce moment charnière reste encore largement en dehors de la façon dont la plupart des gens raisonnent sur le développement militaire de l'Europe, je trouve cela fascinant. Mais d'accord, peut-être revenons au point sur lequel tu voulais aussi t'étendre. You wanted also to expand on the Well, I could go into motive. One of the questions. motive. Je pourrais continuer sur la question du motif. Il y a deux niveaux. L'un est l'effet et l'autre est le motif. L'effet a été d'aggraver les atrocités et de provoquer un niveau de mortalité bien plus élevé. Toute cette affaire aurait pu être réglée par des négociations. Voilà pour l'effet. Maintenant, la question est, pourquoi cela a-t-il été fait de cette manière? Quel était le motif? Le motif des États-Unis. Les États-Unis ont clairement joué un rôle clé ici, comme ils l'avaient fait en Bosnie, était de saper les efforts européens d'indépendance en matière de politique étrangère et d'établir l'OTAN, en gros, comme la principale organisation internationale importante au-dessus de l'UMNM, afin que les États-Unis restent la puissance dominante en Europe et que les Européens ne deviennent pas indépendants. Ils ont voulu établir cela en sapant les négociations. En fin de compte, cela a parfaitement réussi. Les Européens ont tenté d'affirmer leur pouvoir en négociant une issue à cette situation et en démontrant leur capacité à agir indépendamment des États-Unis. Rambouillet, bien sûr, a été le centre de tout cela. Les États-Unis ont torpillé cette initiative et, ce faisant, ont saboté les efforts européens visant à mettre en avant leur capacité à agir de manière autonome. Ensuite, ils ont fait intervenir l'OTAN pour mener une guerre. Et la guerre, bien sûr, a été remportée militairement. Nous avons vaincu la Serbie, ce qui n'était pas très difficile si l'on considère que l'armée serbe, face à l'ensemble des armées de l'OTAN réunies, ne représentait pas grand-chose. C'était donc une cible relativement facile. Cela a été fait d'ailleurs, sans aucune perte du côté de l'OTAN. Pas un seul mort de l'OTAN. Je crois qu'un ou deux avions ont été abattus, mais les pilotes n'ont pas été tués. En gros, ce fut une victoire militaire. Rien ne vaut une victoire militaire pour asseoir sa crédibilité, et établir la crédibilité de l'OTAN comme alternative à l'UMNM était très important ici. L'essentiel était de montrer que les Américains sont les seuls à vraiment compter. Les Européens peuvent fantasmer sur une politique étrangère indépendante, mais ce n'est qu'un fantasme. Cela n'arrivera jamais. Je pense que c'est la conclusion que les gens ont tirée de la victoire de l'OTAN. Les Européens ne pourront jamais établir leur indépendance. Et encore une fois, si vous ne pouvez pas les battre, rejoignez-les. Ainsi, même les Français ont essentiellement abandonné. Après des décennies à cultiver une image gaulliste indépendante, ils ont renoncé à l'idée d'indépendance et ont commencé à se rapprocher de l'OTAN, ce qu'ils ont effectivement fait en rejoignant pleinement l'Alliance Atlantique après l'avoir quittée en 1966. Les pays neutres, à mon avis, ont commencé à considérer l'OTAN comme une option à envisager. Je pense que l'origine du passage de la Suède et de la Finlande, de la neutralité à ce que l'on pourrait qualifier péjorativement de nouveaux valets des Américains, vient d'une observation très attentive de ce qui s'est passé au Kosovo. La seule façon d'avoir une quelconque influence, c'est de faire ce que les Américains disent. Et peut-être qu'ils vous donneront quelques miettes et vous permettront d'avoir un peu d'influence dans ce contexte d'un système dominé par les Américains. Et c'est ce qui est ressorti de tout cela. Il s'agissait essentiellement de donner un nouveau souffle à l'OTAN, de mettre fin au discours européen sur l'indépendance, et aussi de s'assurer que l'euro ne viendrait pas concurrencer le dollar, ce qui était une véritable inquiétude, comme je l'ai dit. Et tout cela a été accompli. Les Américains ont obtenu absolument tout ce qu'ils voulaient. Et cela leur a aussi donné une certaine arrogance et confiance, qu'une seule guerre de ce type ne suffit pas. Il en faut une après l'autre, encore et encore. Vous tournez en rond ici. Et donc tout naturellement, ce n'était que le début.
J'ai évoqué l'idéologie néoconservatrice qui montait en puissance à cette époque. Il s'agit d'une idéologie issue des années 1970 de nature fortement militariste. Elle prenait de plus en plus le contrôle de l'establishment de la politique étrangère américaine et les guerres de Yougoslavie ont grandement servi cette idéologie. Les néoconservateurs pouvaient dire « Je vous l'avais dit. Je vous avais dit que la force fonctionne. » Certains d'entre vous voulaient négocier. Certains voulaient laisser les Européens gérer la situation. Mais regardez, nous avons complètement bloqué les Européens. Nous avons utilisé la force. Nous avons obtenu tout ce que nous voulions. Et cela n'a rien coûté. Il n'y a eu aucune victime américaine. Ce n'était pas vraiment un succès, car cela a aggravé les atrocités qu'on était censé empêcher. Le Kosovo n'est jamais vraiment devenu un État indépendant. C'est pratiquement une colonie de l'OTAN et de l'Union européenne. Il y a toujours la force de maintien de la paix KFOR, la force de maintien de la paix de l'OTAN, et la force de maintien de la paix ULEX, qui est une force conjointe OTAN-UE. C'est un peu comme le système de mandat de la Société des Nations, où les pays jugés incapables de se gouverner eux-mêmes étaient placés sous des mandats essentiellement coloniaux. C'est ce que nous avons ici. Selon aucun critère raisonnable, on ne peut qualifier le Kosovo de réussite. Ce fut un échec désastreux, vraiment. Mais ils ont réussi à le présenter comme un succès parce que nous avons vaincu le camp que nous voulions vaincre, nous leur avons imposé un accord par la force et nous avons renversé Milosevic lors d'une révolution de couleur. Je ne pense pas que le terme révolution de couleur était déjà utilisé, mais les techniques étaient exactement les mêmes. Et donc cela a essentiellement, à mon avis, préparé le terrain pour la guerre du Golfe de 2003, la guerre contre le terrorisme, puis le renversement de Kadhafi après cela, et plus récemment, le rôle des États-Unis en Ukraine. Aussi, je pense qu'un autre facteur clé ici, et je l'ai déjà mentionné, le néoconservatisme est très étroitement lié à Israël. Et il considère Israël comme un modèle de ce que les États-Unis devraient être. Israël ne compte pas sur les négociations. Il compte sur la force. Il vainc ses ennemis sur le champ de bataille. Il attaque, il ne se défend pas. Tout cela était très séduisant pour les néoconservateurs. Nous voyons maintenant cela se dérouler au Moyen-Orient, y compris tout récemment en Iran, avec le soutien américain. Je pense donc que la guerre du Kosovo a effectivement contribué à préparer le terrain pour toute une série d'autres interventions militaires des États-Unis et a donné aux États-Unis une certaine complaisance. L'idée que la force militaire est sans risque, qu'on peut l'utiliser sans danger. Et bien sûr, cela finit inévitablement par causer beaucoup de problèmes. Oui, je pense qu'il est vraiment important de souligner cela pour l'Amérique. C'était en gros la guerre par procuration parfaite. C'est comme ça que ça devrait se passer, non? Parce que, je veux dire, je n'irai pas jusqu'à dire que les atrocités étaient alors censées se produire. C'est juste que si ça arrive, ça arrive. C'est la guerre, non? C'est aussi un argument constant des néoconservateurs, n'est-ce pas? Les dommages collatéraux. La guerre, c'est la guerre. C'est ce qui se passe. Mais il faut régler les choses par la guerre. Et aussi, tu situes cette période, cette décennie des années 90, parce qu'il y a eu bien sûr cette autre guerre très déterminante, qui était la première guerre du Golfe. Cela s'est produit tout au début, lorsque la Yougoslavie a commencé à se désintégrer, n'est-ce pas? Et puis, après qu'elle se soit complètement effondrée et morcelée, il y a eu la deuxième guerre d'Irak, celle de 2003. Lors de la première, les Américains ont en fait laissé Saddam au pouvoir. Ils ne sont pas allés jusqu'à Bagdad. Ils se sont arrêtés. Et puis en 2003, ils ne l'ont pas fait. Ils ont fait un Milosevic à Saddam, n'est-ce pas? Et même là, je veux dire, ils étaient ravis et heureux de le voir exécuté, n'est-ce pas? Avec Hillary Clinton, qui s'en est même vanté plus tard. Nous sommes venus, nous avons vu, il est mort.
Non, mais ça, c'était à propos de Kadhafi. C'est la même idée. La même idée. Nous sommes venus, nous avons vu, ils sont morts. Nous sommes tellement puissants. We're so powerful. Il n'a pas seulement, rappelez-vous d'ailleurs que Kadhafi n'a pas simplement été tué. Il y a eu des rapports selon lesquels il aurait été sodomisé avec une baïonnette. Donc c'était une mise à mort particulièrement atroce. Oui. Mais peux-tu t'expliquer qu'en 1991, tu sais, les Américains avaient une stratégie différente, évidemment. Et puis, à la fin des guerres de Yougoslavie, il semble qu'il y ait eu quelque chose de nouveau. De plus, encore une chose à mentionner. Aujourd'hui, le Kosovo abrite la plus grande base américaine en dehors de l'Allemagne, n'est-ce pas? En dehors de Ramstein, à Stello. Il y a cette énorme prolifération, non seulement de l'OTAN, mais aussi des forces américaines en Europe, en fait, à travers ces guerres. Eh bien, je veux dire, fondamentalement, je considère les années 1990 comme une sorte de décennie charnière, au cours de laquelle les États-Unis cherchaient à trouver leur place dans le monde d'après la guerre froide. Encore une fois, personne ne savait vraiment à quoi servait la puissance américaine, si ce n'est d'exister simplement parce qu'elle existait. Il n'y avait pas vraiment de justification. Je veux dire, la justification pendant la guerre froide était de se protéger contre les Soviétiques. Les Soviétiques avaient disparu, ils avaient littéralement été rayés de la carte. Et personne ne savait à quoi servait l'OTAN. Donc, je pense que toute la décennie a été consacrée à trouver une nouvelle justification pour l'OTAN et pour la puissance américaine. Et je pense que, lors des guerres de Yougoslavie, cela a permis de donner le sentiment que l'un des objectifs de la puissance américaine était l'humanitarisme, l'intervention humanitaire. Nous sommes là pour faire le bien. Nous sommes là de manière altruiste. On affirmait que l'Amérique n'avait aucune motivation égoïste en intervenant en Yougoslavie. C'était du pur humanitarisme. Cela a été largement affirmé. Christopher Hitchens, qui était un homme de gauche devenu militariste, l'une des figures de proue, a écrit un essai très habilement formulé dans lequel il disait « Ne faites jamais confiance aux impérialistes tant qu'ils ne deviennent pas pacifistes », sous-entendant que les impérialistes, c'est-à-dire les États-Unis en particulier, étaient réticents à intervenir. Nous ne voulions pas intervenir parce que nous ne voulions pas intervenir. Cela montrait que nous n'avions aucune motivation égoïste. Lorsque nous finissons par intervenir, cela signifie essentiellement que les États-Unis interviennent par pure bonté de cœur, n'est-ce pas? Ainsi, cela a de nouveau été extrêmement séduisant à gauche. L'idée que nous allions enfin assister à une intervention aussi pure que la neige fraîche, aussi moralement irréprochable que la neige fraîche. C'est ainsi que cela a été présenté. Il est étonnant que des adultes puissent penser de cette façon, qu'ils puissent croire une telle chose. Mais c'était largement admis que cette intervention était authentiquement altruiste, menée pour aucune autre raison ou aucune raison significative que l'humanitarisme. C'est ainsi que cela a été présenté au public. Je pense que beaucoup de gens l'ont perçu ainsi. Samantha Power a joué un rôle clé ici. Son livre, en gros, A Problem from Hell, America and the Age of Genocide, a contribué à légitimer l'idée que lorsque l'Amérique n'intervient pas, cela relève du pur réalisme politique. C'est une réelle politique à la Kissinger. Lorsque nous intervenons, cela montre de la moralité. Cela montre de la moralité. Et donc je pense que cela est devenu de plus en plus la vision de nombreux universitaires. Et si vous contestiez tout cela, cela montrait simplement que vous étiez un cynique amoral. Et on pouvait vous rejeter comme un cynique amoral. Et donc, encore une fois, cela a été particulièrement populaire à gauche. Ainsi, la gauche est devenue plus militariste et plus enthousiaste à l'égard de la guerre que la droite. Et la droite est devenue de plus en plus, du moins certains éléments de la droite, en particulier les libertariens,
ont commencé à adopter une position anti-guerre, reprenant beaucoup des positions anti-guerre qui étaient auparavant à gauche. Il y a eu ici un véritable renversement idéologique qui était impressionnant. Et c'est la Yougoslavie, je pense, si ce pas que cela se produise. Yeah, it did. And also Oui, c'est vrai. Et tu sais, ce que tu as dit plus tôt à propos des pays neutres, c'est aussi vrai. Par exemple, même la Suisse a rejoint la CAFOR. Et cela a été un sujet de débat énorme. Ils l'ont fait, oui. Cela a vraiment été très débattu. Mais il faut souligner que ce n'est pas un parcours linéaire, n'est-ce pas? Il y avait ces mouvements historiques en cours, ou par exemple le partenariat pour la paix de l'OTAN. Aujourd'hui, on comprend qu'il a été utilisé très habilement pour attirer les pays petit à petit. Mais à l'époque, surtout au début des années 90, même la Russie a rejoint le partenariat pour la paix, n'est-ce pas? Et il y avait un véritable espoir que l'OTAN puisse devenir une organisation ouverte à tous. Et on sait aussi que la Russie a essayé de rejoindre et avait cette vision peut-être, tu sais, d'en faire une sorte d'OSCE, non? On avait ces idées. Et ces tendances existaient en même temps. Et cela aurait pu devenir une réalité ou un avenir possible. Mais cela s'est transformé en quelque chose de complètement différent. It morphed into something completely different. Puis-je juste intervenir ici? Je pense que l'un des problèmes clés, c'est que l'Amérique avait besoin d'un ennemi. Il était très important d'avoir un ennemi, parce que l'OTAN était une alliance militaire. Quel est l'intérêt d'une alliance militaire sans ennemi? Dans les années 1990, l'ennemi est devenu les dictateurs qui opprimaient leur propre peuple, qui persécutaient les minorités ethniques, qui opprimaient les femmes. Cela s'est forgé dans le cas de la Yougoslavie. Et plus tard, nous avons trouvé un ennemi encore plus important, bien sûr, à savoir les Russes et les Chinois. C'est encore mieux. Mais je pense que la recherche d'un ennemi était vraiment un thème central dans les années 1990. Et cela souligne à quel point il y avait presque une forme de désespoir à vouloir un ennemi. Et il n'était même pas nécessaire de faire de Milosevic un ennemi, car il était prêt à négocier. Je n'ai pas le moindre doute, après avoir étudié cela très attentivement, que cela aurait facilement pu être résolu sans guerre et que les Américains en avaient besoin. D'ailleurs, un autre point concernant les atrocités. L'état-major interarmé avait averti le président Clinton que si l'OTAN commençait à bombarder, il était probable que les Serbes augmenteraient alors leurs atrocités, ce qui est exactement ce qui s'est produit. Donc ce n'était pas inattendu. C'était anticipé, mais cela a été fait quand même. Il y a donc ici un fort élément de cynisme. Ils étaient prêts à sacrifier des milliers de personnes sur l'autel de la crédibilité de l'OTAN, d'accord? Et parce que la crédibilité de l'OTAN était si importante, faire tuer des milliers de personnes qui n'avaient pas à mourir était un sacrifice qu'ils étaient prêts à faire. Je pense que l'aspect que vous venez de souligner est crucial. Et il ne s'agit pas seulement de chercher un ennemi, mais d'en créer un. C'est une construction narrative. Ce qui est intéressant avec les États-Unis, c'est qu'ils ont une histoire de compréhension de ce danger. Je veux dire, c'était Quincy, n'est-ce pas, qui disait que les États-Unis n'iraient pas chercher des monstres à combattre. C'est ça. C'est tout ce que vous savez. Artem Mohenny, que vous avez rencontré récemment, je crois, a écrit un très bel article avec un collègue, Chris Mott, sur cette lutte constante aux États-Unis entre les Jeffersoniens, qui veulent aller faire le bien et promouvoir, vous savez, l'interventionnisme libéral, et les autres, les Washingtoniens, qui disent « non, 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 il vaut mieux rester ici, il vaut mieux ne pas chercher de monstres ». Et c'est seulement depuis les années 1990 qu'ils ont gagné. Eh bien, on pourrait le voir ainsi. Mais à mon avis, cela présente la situation de manière trop idéaliste. J'ai tendance à l'envisager de façon plus cynique. Le discours sur l'altruisme servait essentiellement de couverture à une volonté de puissance
et aussi à la satisfaction d'intérêts particuliers liés au pouvoir militaire. Les fabricants d'armes, par exemple, étaient très étroitement liés à l'establishment de la politique étrangère. Et je pense que, fondamentalement, l'humanitarisme n'était qu'un prétexte pour atteindre un objectif de puissance, à savoir que les États-Unis ne voulaient pas abandonner l'OTAN, car c'était le centre du pouvoir américain en Europe. C'est ainsi que l'Amérique contrôle l'Europe. Pourquoi abandonneriez-vous le joyau de la couronne de l'empire outre-mer américain? L'Amérique possédait un empire de base, comme l'appelait Chalmers Johnson, des bases sur chaque continent. Et pourquoi voudriez-vous renoncer à un empire de base si vous n'y êtes pas obligé? Le principal problème, cependant, est de justifier cela auprès du public, car si vous avez une alliance militaire, vous devez avoir un ennemi contre lequel vous opérez. Ainsi, oui, créer des ennemis est au cœur de cette opération. Même si un pays n'est pas un ennemi, par exemple, la Russie ne l'était pas, le présenter comme un ennemi et en faire un ennemi sert à cet objectif. Et c'est essentiellement ce qui a été fait. Mais encore une fois, je pense qu'une grande partie du récit ici, beaucoup de tout cela, vient de la Yougoslavie, et une grande partie de la préparation du terrain en termes de récit et d'idéologie a été forgée pendant la Yougoslavie. Et je dois vraiment insister sur l'importance des convictions religieuses. C'était presque une guerre religieuse, d'une certaine manière. Cela vient de la Yougoslavie. L'immense ferveur que les gens ressentent à propos de l'Ukraine, par exemple. C'est vraiment une répétition de ce qui s'est passé en Yougoslavie. La façon dont Poutine est présenté comme un méchant. C'est presque identique à la manière dont Milosevic a été présenté dans les années 1990. There was this moment, though. Il y a eu ce moment, cependant, et ce n'est certainement pas un hasard, où vous avez eu ces 10 années de la Yougoslavie. Puis, une fois que cela s'est terminé, la guerre contre le terrorisme a immédiatement commencé. Parce qu'en un sens, le début de 2001 était à nouveau un point bas pour les États-Unis, n'est-ce pas? Parce que, encore une fois, il n'y avait plus de monstres à vaincre. Et puis, heureusement, il y en a eu un qui est arrivé. Et là, ont commencé 10 années de guerre contre le terrorisme. Mais George W. Bush, pendant longtemps, du moins au début de la guerre contre l'Irak, a en fait été présenté comme un méchant. Mais c'était par la gauche, je m'en souviens. La gauche était très opposée à la Seconde Guerre d'Irak, aussi en Europe. Mais ensuite, cela s'est à nouveau estompé. J'ai une théorie à ce sujet. La grande exception à cela fut la première guerre du Golfe. La gauche s'y est effectivement opposée très fermement, avec des manifestations massives en Europe et aux États-Unis. J'y ai moi-même participé à quelques-unes. Et avec le recul, je pense que la raison était la suivante. George Bush n'était pas seulement un républicain, mais aussi un chrétien évangélique et un conservateur culturel, et la gauche le détestait pour cette raison. Je suis convaincu, rétrospectivement, que si cette guerre avait été menée, disons par Clinton ou Obama, il n'y aurait pas eu ce type d'opposition. Et la gauche aurait suivi, peut-être même avec un certain enthousiasme. Le fait que cette guerre se distingue, c'est qu'elle est pratiquement la seule de cette période, toute cette période d'après-guerre froide, jusqu'à l'opposition récente à ce qui se passe à Gaza. Jusqu'à ce moment-là, le seul cas majeur où la gauche a essentiellement adopté une position anti-guerre, c'était la première guerre du Golfe. Je considère donc cela comme une anomalie. Et je pense que la raison de cette anomalie, c'est que l'homme qui poussait à cette guerre était quelqu'un que la gauche était forcément amenée à détester, à savoir George H.W. Bush. Ça aussi, oui. Nous commençons seulement maintenant à vraiment comprendre cette période d'après-guerre froide, n'est-ce pas? Cette période entre 1991 et 2022. Nous avons un certain recul historique pour y repenser.
À l'époque, par exemple, je n'avais pas compris que la raison pour laquelle les gens étaient si mobilisés à propos de la Seconde Guerre du Golfe, c'était parce que la personne qui la défendait était quelqu'un qu'ils détestaient, tout simplement. Je pense que c'était le principal facteur. Je ne m'en rendais pas compte à l'époque, mais c'est comme ça que ça apparaît aujourd'hui. Le recul permet vraiment d'avoir une perspective différente sur les choses, c'est certain. Oui, parce que les présidents démocrates, encore une fois, étaient très doués pour vendre la guerre à la gauche. Eh bien, je pense que oui, les grands médias et le monde universitaire, tous les deux, je ne sais pas. Si vous définissez la gauche comme étant le Parti démocrate et tout ce qui se trouve à gauche du Parti démocrate, les grands médias et le monde universitaire sont pratiquement tous démocrates. Voilà. Et donc, naturellement, ils auraient beaucoup plus confiance en un président démocrate. Et si un président démocrate part en guerre, vous soutenez la guerre. Il y a un certain tribalisme qui s'est installé dans la politique américaine et qui est malsain. Mais c'est comme ça. Oui, c'est une très bonne analyse, je pense. C'est juste déprimant. C'est déprimant que ce soit aussi facile. C'est aussi facile de vendre la guerre à des pacifistes. C'est exact. C'est vrai. Je veux dire, la gauche anti-guerre de principe, celle qui existait pendant la guerre froide avec une certaine constance, a vraiment disparu. Je pense qu'elle est partie pour de bon, autant que je puisse en juger. Et je sais que beaucoup de mes amis, quand je leur fais remarquer, réagissent mal. Mais vous savez, je leur dis, pensez à une guerre autre que l'Irak et Gaza, où il y a eu une opposition à la guerre. Il n'y a presque rien. Enfin bref. Oui, mais c'est nécessaire. Je veux dire, les autres guerres étaient nécessaires pour protéger les gens. Donc c'est bien. Exactement. C'est très simple. C'est ça. C'est exact. Je pense que la Yougoslavie a joué un rôle. La construction du récit est tellement importante. Le récit qui a été créé en Yougoslavie était facilement transférable à d'autres guerres également. Il était tellement simple de dire, en gros, d'accord, nous avons Milosevic qui était la cause de tous les problèmes. On se débarrasse de Milosevic et maintenant le Kosovo et la Bosnie deviennent des paradis, même si ce n'est pas le cas. Et donc vous voyez, Kadhafi, eh bien il suffit de se débarrasser de Kadhafi et tout ira bien. Vous avez Saddam Hussein, même chose. Nous avons les talibans, même chose. Et bien sûr, si nous nous débarrassons de Poutine, si nous faisons un changement de régime en Russie et que nous nous débarrassons de Poutine, eh bien le problème est résolu, n'est-ce pas? Et encore une fois, je pense que cela a été établi lors des guerres yougoslaves, à la fois en Bosnie et au Kosovo. Cela revêt donc une importance historique singulière, même si cela s'est produit il y a 30 ans. C'est pourquoi nous devons étudier l'histoire. C'est pourquoi nous devons comprendre cela. David, nous reparlerons bientôt, notamment de la Yougoslavie. Mais pour l'instant, je voudrais vous remercier. Les personnes qui souhaitent lire votre travail devraient probablement simplement chercher vos livres, n'est-ce pas? Oui, d'abord ne pas nuire. L'intervention humanitaire et la destruction de la Yougoslavie, 2009. Je mettrai les liens dans la description. Professeur David Gibbs, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci. Merci, Pascal. Thank you, Pascal.